Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre édition de 11 Montréal. Une édition assez particulière parce qu'on a des remplacements de dernière minute. Frédéric Laure avec vous, comme à l'habitude. On est rejoint aujourd'hui par Matt Cullen qui est ici avec nous. Salut, Matt. Bonjour à tous. Merci. Écoute, faut absolument que je mette ça entre parenthèses tout de suite. On est le 22 août, on enregistre en après-midi. T'es vraiment un remplaçant de luxe présentement parce que il y a des blessures dans l'équipe. Alors, on t'a appelé à la dernière minute. Puis toi, comme un vrai soldat, un vrai, voilà, next man up, Matt a C'est accepté ça. notre invitation. En même temps, ça faisait longtemps qu'on voulait se parler. Je suis content de t'avoir sur le podcast. Matt, ça va? Ouais, ça va très bien. Ben, on n'a pas pu le faire la dernière fois, donc je suis content de te parler enfin pour cette fois. Je n'ai pas pu dire non cette fois. Voilà. Pour les jeunes, non, c'est ça, voilà, parce que à force de t'harceler, ça fonctionne. Hey, deux, trois choses. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es scripteur de Apple TV avec Sébastien Letout, à One Soccer aussi. Tu me diras si j'oublie des trucs. T'as fait les Raptors aussi. T'as fait le club école des Raptors. T'as fait les Olympiques à la CBC. Qu'est-ce que j'oublie dans tout ça? Un Non, père non, de c'est à peu près famille, ça. Ouais, voilà. un Aussi, homme ouais. exemplaire. Ah. Tu, Parfois pas. Il y a des journées qui sont meilleures que d'autres. Oui, c'est ça. Tu vas voir des fois, puis ça remonte aussi. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Parce que t'es vraiment un descripteur professionnel. On s'est connu plus cette année, puis je connais un peu ton travail. Mm. T'es un gars qui est à son affaire. T'es un gars aussi appliqué. Est-ce que tu as toujours voulu être descripteur sportif ou Oui, ben, commentateur? depuis très très longtemps en fait. Ben, quand j'étais plus petit, j'ai joué au hockey sur glace comme la plupart des enfants canadiens, mais enfin, à la fin, enfin, on se rend compte que le rêve de jouer dans les niveaux professionnels et tout ça, c'est pas tout à fait faisable. Donc, quoi d'autre est-ce qu'on peut faire? Donc, j'ai basculé sur le côté de broadcasting, diffusion sportive et tout ça. Donc, j'ai commencé quand j'étais à l'université, en fait, sur la côte est en Nouvelle-Écosse, à Saint Francis Xavier, dans un tout petit village qui s'appelle Antigonish. J'ai commencé à faire les X-Men et les X-Women dans U-Sports, en fait. Et ça m'a vraiment ça a vraiment entamé ma passion pour tout ce qui est diffusion et le sport et tout ça. Donc, après, je suis allé en France pendant quelques années. J'ai pu travailler avec certaines compagnies, et notamment sur le Tour de France et après Roland-Garros aussi. Donc, ça a vraiment déclenché Hmm. mon envie de continuer à faire des diffusions et tout ça. Donc, ça fait depuis 2016 que je fais ça dans un niveau à peu près professionnel, mais pas tout à fait pour le soccer, je dois avouer. Enfin, c'était plutôt un peu compliqué au début. Je commençais à faire U-Sports et puis quelques matchs au niveau collège et tout. Et après, il y avait One Soccer qui cherchait un commentateur en français à Toronto. On était en pleine pandémie, donc pas forcément les moyens de faire bouger les gens. Donc, c'était la première ligue canadienne, les équipes nationales et voilà, voilà. Cool, cool. Et bon, tu m'excuseras, mais je vais dévoiler aussi que qui prend Marie prend pays, c'est ça l'expression. Tu es allé en France aussi, je pense que c'est ça que tu as rencontré ta conjointe aussi, c'est ça? Tout à fait, Voilà. oui, tout à fait. Donc, Je j'ai vais être dans pas un ton accent intimité. québécois. J'ai passé pas mal de temps au Québec, mais j'ai jamais pu avoir le vrai accent québécois. Je Non, travaille, mais non, non, c'est non, mais plutôt un non, accent non, t'as qui est pas. de ma ville natale, Vancouver, et après j'ai passé 3 ans à Marseille, en France T'as pas à aussi. avoir l'accent québécois, au contraire, la francophonie est large, puis et justement, moi j'ai l'accent de Saint-Jérôme aussi, ça c'est Ah, un autre c'est pas un problème, au contraire, je représente la ben, ville de Saint-Jérôme, tu l'entends peut-être dans mon très accent. bien. L'accent l'accent jérômien. Il y a des gens qui me disaient ça à TVA Sport. Je vous aime Ah bien, monsieur ouais, là, mais vous avez un petit accent. Je dis, mais merci de vous en rendre compte, j'ai l'accent de Saint-Jérôme, merci. wow. Ils étaient très contents aussi. Et je peux aussi témoigner. Autre chose, je vais dans ton intimité, que Matt Collin a un bon palais aussi. Il y a eu t'as eu un stage dans mon quartier ici, à Montréal. Tout à Et fait. puis, On je peux a voir très bien qu'il a un bon mangé. palais et un bon coude aussi, qui est capable d'encaisser aussi. Bravo, bravo pour ça. T'as passé le Franchement, ça test. a été une très bon moment, très belle expérience. C'était juste avant le match au Stade Saputo où le Montréal a battu Oui, Toronto la 2-0. veille.
La Voilà. veille. Fait que je sais pas si ça a influé sur notre performance. Si ça a influé sur notre performance, je m'en excuse à nos patrons, mais surtout à nos téléspectateurs qui sont Ah, nos je me premiers suis patrons. régalé ce soir-là. Salut aux gens de Maison, entre autres. En tout cas, bref, on y reviendra. On pourrait avoir, ça pourrait être des commandites aussi, peut-être. Bon, écoute, on va parler de soccer parce qu'on est là pour ça, on va parler de la MLS particulièrement. Montréal, peut-être, on va peut-être focuser dès le départ sur Montréal parce qu'il y a une victoire importante de 3-2 face à Toronto dans ce classique canadien. On pourrait parler en même temps des deux aussi, Toronto et Montréal, parce que c'est important jusqu'à la fin de la saison. 11e match, en fait, il restait 11 matchs. On a joué l'11e, il en reste 10 maintenant. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Montréal. Je pense que j'étais content de les voir gagner, mais je vais dire deux choses, Matt. Hernan Losada, le coach, est parfois sous le feu des projecteurs et le feu des insultes aussi par certains. Mais je pense qu'il a fait le bon choix. En rentrant dans ce match-là, notre histoire, une des grosses parties du storytelling, c'était premier match en Camacho. Ceux qui ont écouté notre podcast la semaine dernière, on se disait, se départir de Camacho, ça envoie un message un peu négatif en disant que c'est une équipe moins bonne et peut-être que les séries sont plus loin que prévu. On a choisi Waterman plutôt que Campbell dans la défense à 3. Puis je pense qu'il a fait le bon choix. Et ça, faut lui donner le Sada. C'est pas un entêté dans ses choix cette année. Il en fait, il y réfléchit beaucoup. Des fois, il fait des mauvais choix, mais n'hésite pas à changer. Fait que Waterman, dans le milieu de la défense, j'ai trouvé que c'était un très bon choix. Et l'autre choix qu'il a fait, surprenant, que tout le monde a adoré, c'est Jules-Anthony Vilsain. Qui en attaque, et ça aussi depuis le début de l'année. Tu sais, tu l'as vu, tu participes, on a des Zooms, à des conversations Zoom avec tous les coachs au début. Il insiste souvent sur, il a une équipe trop jeune, ou très jeune, mais on entend souvent trop jeune quand il parle de Losada, et une équipe qui manque de talent en avant. Ah ben, il a décidé d'embrasser ces deux choses-là. C'est qui le plus talentueux? Je pense que c'est Vilsain. C'est qui le plus jeune aussi en attaque? C'est Vilsain. Il lui a donné une chance, puis ça a payé quand même. T'as aimé son match d'ailleurs? Absolument, ouais. Fait un joueur que je connais un tout petit peu, depuis le début de l'année, mais franchement, il a eu une performance exceptionnelle. J'ai trouvé il était impliqué dans les deux buts. Et Mathieu Choinière, évidemment, c'est un joueur avec beaucoup de qualités, donc il vient finir le travail quand il a le ballon dans la surface de réparation, comme il faisait sur le premier but et puis le penalty à la fin. Mais ouais, c'est un jeune talent. Jeune talent et franchement, ça fait plaisir de voir un petit peu de nouveau sang au sein de l'équipe parce que on se demandait bien dans quelle direction est-ce qu'on va dans cette équipe? Est-ce qu'on cherche des jeunes pour l'année prochaine ou dans 2 ans ou est-ce que on peut chercher une place en série? Parce que il y a une équipe qui s'appelle Inter Miami et il s'avère qu'ils sont plutôt bons maintenant, en dernière place de la MLS dans la conférence de l'Est, mais ils arrivent, hein? Crois-moi. Oui, mais attends une minute. Hein? Là, puis là, tu devances, mais on va mettre le point tout de suite parce que je le vois sur les médias sociaux. Les gens disent, je pense que on m'a relayé qu'Extra Time disait on voit Miami 9e à la fin de la saison. Ils sont derniers présentement. Je sais qu'ils ont beaucoup de matchs en main, mais ils ont 5 ou 6. Écoute. 18 points en 22 matchs en ce moment. Tu y penses? Tu serais prêt à parier? Tu serais prêt à mettre de l'argent ou mettre un pari, là? Miami en série? Je suis prêt à te donner du 2 contre 1, moi. Un retard de 14 points. 14 points, il reste 12 matchs. Alors moi, je pense que oui, hein. Enfin, je suis pas très fort en paris sportif, mais à mon avis, ce qu'on a vu pendant les Leagues Cup et tout ça, ils vont faire un gros push. Hein. Moi, je pense que ils vont essayer de tout faire. Mais parce que déjà, il y a une petite victoire avec la Leagues Cup, évidemment, et la Champions Cup l'année prochaine. Je pense que ça, c'est important de pouvoir réaliser les gros matchs l'année prochaine. Ils espèrent avec Messi et Kamal Miller aussi, un autre Canadien qui joue pour l'équipe, un ancien du CF Montréal. Mais moi, je pense qu'ils sont capables. Honnêtement, je crois que oui. OK, 36 points à prendre. Tu l'as dit, 12 matchs pour Miami. Moi, il y a deux choses. C'est 42 points probablement pour faire les séries éliminatoires, je pense. Si on regarde les autres années. 42. Écoute, c'est 24 points sur 36 jusqu'à la fin. Et c'est aussi, il y a deux choses, c'est pas juste mathématique, il faut devancer pas moins de 6 équipes. Ça, il faut parce qu'il y a deux choses, faut que tu gagnes ces points-là, faut que les autres les gagnent pas aussi. C'est ça. C'est pas facile, hein. Bon, déjà, il y a Toronto, 9 défaites de suite. Donc, je pense qu'on va dire que la saison est un peu morte pour les Reds. Enfin, c'est fini, on va voir, mais ils ont montré des signes de vie au moins avec Bernardeschi qui marque un doublé. Donc, ça, c'est
Ça, c'est important. Mais là, Toronto va retrouver le Columbus Crew, une très bonne équipe qui vient de battre le Cincinnati FC. Donc, ça, c'est pas facile. C'est pas facile pour Toronto qu'ils ont déjà Inter Miami d'ici la fin de la saison aussi. Donc, je pense que ça sera plutôt fait. Et après, si on regarde les autres, NYCFC, Charlotte, les New York Red Bulls, DC United, pour moi, ce sont des équipes qui en ont pas, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Certes, c'est difficile de doubler tout le monde, mais avec cette nouvelle équipe à Miami, avec la qualité qu'on a vue pendant la Leagues Cup, moi, je dis oui. Moi, je dis oui et merci. Rien n'est impossible, surtout de la façon dont ils ont joué, mais ça serait un accomplissement assez incroyable. Ouais. Ça serait quelque chose aussi. Parce que c'est sur une bonne période. Il reste quand même 2 mois, en septembre et octobre, ça finit en octobre. Hey, juste à propos de Toronto aussi, c'est fini, hein? C'est fini la saison, encore. Même s'ils ont marqué. 19 points, mais par contre, 25 matchs disputés. Donc là, il reste moins de 10 matchs avant la fin de l'année. Pour moi, veux pas diminuer leur performance puis la victoire du CF Montréal, mais Toronto, en première mi-temps, c'était rien, là. C'était pas grand-chose. Souvent, ça faisait quoi? 685 minutes sans but marqué avant le doublé de Bernardeschi. Donc, mais bon, c'est une équipe qui a beaucoup de talent. C'est une équipe qui a fait des changements. C'est une équipe qui a Michael Bradley de retour, Lorenzo Insigne aussi. Il manque évidemment l'absence du gardien Sean Johnson. Je pense que c'est quelque chose à surveiller. Je pense qu'on peut montrer le doigt à le remplaçant Thomas Romero sur le but, le deuxième but, le but contre son camp de Mabika finalement. Mais c'était l'action excellente de Bryce Duke qui a créé cette occasion. Mais en premier, c'était le mauvais départ de Romero. Donc, je pense que c'est quand même des matchs qui comptent parce qu'on est en train de voir dans quelle direction est-ce qu'on va avec cette équipe. Est-ce que Terry Dunfield va rester entraîneur? Est-ce qu'ils vont aller chercher quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet. On va en parler, je pense, d'ici la fin du podcast. Mais à mon avis, ça doit compter pour quelque chose. Mais c'est juste, il y a trop peu de matchs et trop de points à récupérer. Donc, pour moi, c'est trop loin. Est-ce que tu as vu le match aussi? Puis je pense que je vais le revoir. Je pense que je le fais pas, parce que je l'ai pas fait encore. On est mardi. Puis je me suis attardé aux autres matchs de la MLS, puis celui de Denver-Angleterre qui s'en vient à Montréal. Mais Bernardeschi, et ça, c'est ma théorie du complot aussi. À chaque fois, il était un peu, on l'a isolé sur le côté, peut-être l'occasion justement d'isoler avec son défenseur, on trouvait la transversale, ce qu'on fait en partie depuis le début de la saison avec Bernardeschi. Mais régulièrement, on envoyait à droite, il y a 2 joueurs qui réussissaient à enfermer Bernardeschi, puis il y a même un 3e joueur du CF Montréal en repli qui arrivait, puis pendant ce temps-là, et ça je ne sais pas, mais c'est pour ça que je vais revoir le match, j'ai pas l'impression qu'aucun coéquipier de Bernardeschi, on n'envoyait pas à 20 mètres autour, dans un rayon de 20 mètres. J'ai comme le sentiment que je veux revoir les attitudes des joueurs. Est-ce que c'est tactique en se disant, on laisse Bernardeschi, puis comme ça, il va accaparer même 3 défenseurs, puis après ça, il va essayer de renvoyer, ou c'est juste que quand lui a le ballon, l'ensemble de ses coéquipiers font hey, on va le laisser tranquille. Ben, il y a des matchs où, franchement, on le voit pas quasiment. Enfin, il y avait beaucoup trop de matchs sans marquer pour un joueur de son qualité. On l'a vu. Enfin, il a marqué, je crois que c'était 3 buts en 6 matchs pour démarrer la saison. Mais après, il y avait un gros blanc. Et franchement, il y avait des moments où, enfin, il était frustré. Enfin, les attitudes, le langage corporel, pas du tout bon. Hein. Enfin, c'était vraiment que de la frustration. Surtout pendant la Leagues Cup où il jouait à peine contre les 2 défaites contre NYCFC et puis Atlas. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de confiance et il a beaucoup de qualité, mais il peut pas travailler en isolation tout le temps. Non. Pour moi, j'ai pas tout à fait compris cette stratégie. Ses meilleurs moments, c'est quand Osorio était presque son porteur d'eau en début d'année. On avait excentré Osorio sur la droite. C'est lui qui le faisait jouer aussi, qui était son bâton de survie aussi, bâton de vieillesse. Au moins, il rentre vers l'intérieur comme les deux buts. Enfin, s'il reste tout seul sur le côté, pour moi, ça limite ses capacités.
Hmm. Ah, et rapidement, OK, parce qu'on va finir ça à Montréal, parce que Nouvelle-Angleterre s'en vient ce week-end prochain. Juste dans le milieu de terrain, de ce que tu as vu et ce que tu connais du CF Montréal, toi, là, il va peut-être avoir une discussion à avoir d'ici la fin de l'année. Je peux croire que l'Osada dit je vais être créatif, mais si tu as à choisir, toi, rapidement, là, top of the head, pas obligé de même de justifier, mais tu as 4 milieux de terrain pour 2 postes. Tu as Saliba, Piet, Wanyama, puis Chouanière aussi. Pour Montréal, dans l'espoir de faire les séries, d'avoir la meilleure équipe sur le terrain, tu fais quoi? Ben, Choignard, il court énormément. Il faut le Ouais. choisir. Il porte beaucoup à cette équipe. Moi, j'aurais bien aimé avoir Choignard ou voir Choignard au sein de l'équipe canadienne pendant la Gold Cup. C'est pas juste ses capacités de courir et créer. C'est ça qui est tellement important. Nathan Saliba, je connais un petit peu. Enfin, j'ai fait les matchs du championnat canadien et puis quelques matchs de la MLS et je trouve qu'il a beaucoup grandi en très peu de temps. Je l'ai vu en début de saison, Inter Miami, c'était fait qui était un peu compliqué, mais depuis ce moment-là, je trouve beaucoup plus patient, beaucoup plus de contrôle. J'aime bien son jeu, mais j'aime bien aussi Piet. Piet, c'est pour moi, quand il s'est blessé à Vancouver, malheureusement, c'était une blessure assez lourde. Enfin, Montréal n'a pas été pareil et ça a fait plusieurs matchs de suite, en fait, où il y avait des défaites lourdes suite Hmm. à cette blessure. Donc, je pense qu'il porte beaucoup de qualité. Et c'était qui l'autre? Wanyama? Wanyama. Alors, Wanyama, c'est l'expérience. Donc, je sais que tu m'as dit, il faut pas raisonner, mais si je dois choisir, c'est Piet Tu et peux c'est rester. Choignard. Voilà, je fais court. T'as raison. Non, mais une chose qui ressort de ce que tu dis, là, c'est que Chouanière. Chouanière, c'est le choix, c'est incontestable. Puis on l'a vu à gauche contre Toronto, mais je pense Ouais. que en milieu de terrain, c'est Chouanière, le premier choix. Et après, c'est ton 6. Puis tu as 3-6. Puis ça, c'est une chose intéressante à propos de Saliba. Moi, je pense, c'est Vincent Détouche qui insiste là-dessus. Je pense que Saliba se voit un peu comme un box-to-box, mais à la suggestion de Vincent Détouche, et je crois qu'il a raison, plus je le vois, Saliba, je pense que c'est un numéro 6. C'est quelqu'un qui va Mm, pas, qui va être devant la défense. mm. Donc, c'est Chouanière ou Saliba, Chouanière ou Piet, Chouanière ou Wanyama. Wanyama, c'est celui qui court le moins pour l'instant dans le système de l'Osada. C'est peut-être pas le meilleur choix. Bref, C'est celui qui a ce l'expérience qui aussi. ressort, c'est que c'est Chouanière, absolument. Et après, à toi de choisir, ou du moins à l'entraîneur de choisir entre les trois. Ah C'est bien d'avoir de la profondeur aussi, ça hein. c'est C'est sûr. au cas Ça où. c'est sûr. Nouvelle-Angleterre s'en vient avec Petrovic qui vient d'être vendu, aussi un gardien vendu pour 16 millions d'euros, je pense. C'est une bonne affaire. Quatrième plus gros transfert dans l'histoire de la MLS pour Georgi Petrovic, le gardien de Nouvelle-Angleterre, qui ont remplacé aussitôt avec Vaslik, gardien de la République tchèque, qui a quand même 54 sélections. Hein. J'ai regardé ce matin, je l'avais déjà vu en sélection, mais je savais pas qu'il y en avait autant, 54 sélections Vaslik quand même. Pas Ah mal. ouais, c'est impressionnant. Bon, Petrovic, ça va être dur à remplacer. J'ai vu la Nouvelle-Angleterre plusieurs fois cette année et franchement, c'est un gardien qui a énormément de présence. Déjà, il est grand, mais c'est juste ses qualités. Enfin, c'est un gardien de très haute qualité. Donc, ça va faire un peu mal, à mon avis, à la Nouvelle-Angleterre. Tu vas sûrement avoir ton bulletin de vote cette année. Est-ce que tu aurais voté pour lui pour gardien de l'année en MLS? Peut-être, ouais. Mais regarde où ils sont en deuxième place en ce moment dans la MLS, juste derrière Cincinnati avec 43 points. Je me rendais même pas compte à quel point ils avaient des points. Enfin, mais je Hmm. pense que il y en a beaucoup grâce à lui, hein. Moi, je suis encore. Puis à ce jour, c'est entre Berkey. C'était, pour moi, ça sera Mm. peut-être à refaire sur la fin de saison. Puis ceux qui écoutent le podcast régulièrement le savent ce que je vais dire. C'est Berkey de Saint-Louis ou Ouais, Berkey, ouais. Petrovic de Nouvelle-Angleterre. Les statistiques en général et les statistiques avancées en particulier disent que c'est Berkey all the way. Mais quand tu leur au test de l'œil, puis tu en as vu des matchs de l'Angleterre comme moi, au test de l'œil, Petrovic a sauvé des points, en fait, a gagné des points pour cette équipe-là Ouais. depuis le début de la saison. Là, je pense que je vais le sortir de mon bulletin s'il finit pas la saison, mais d'accord, voilà. Ça reste à voir aussi si Carles Rill joue aussi en fin de semaine. Ça, c'est un gros morceau parce que sans lui, Nouvelle-Angleterre, Eh oui. c'est C'est rare. notre équipe, hein. Ouais, mais c'est vraiment deux équipes différentes. Avec ou Ouais. sans, là, c'est vraiment deux équipes. C'est le danger d'avoir des joueurs désignés comme ça, sur lesquels tu reposes ton fond Ouais. de jeu, puis l'ensemble de ton équipe quand même.
Voilà. Tu fais Columbus en fin de semaine? C'est ça, c'est ça. Premier voyage à Columbus pour moi, je vais voir les Reds contre le Crew. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Apparemment, l'ambiance est très impressionnante et aussi le Canadien Jason Russell Rowe qui a marqué un super but il y a quelques jours. Ouais, il est pas mal. OK, on va en parler. On va faire une courte pause. Au retour, on va parler de ce match et on va parler séparément et de Columbus et du Toronto FC. Restez là. On est de retour sur les zones de 11 Montréal. Frédéric Laure avec Matt Cullen de Apple TV notamment et de One Soccer pour ceux qui connaissent le soccer et qui suivent le soccer. Je suis sûr que vous en êtes. Merci d'ailleurs de nous télécharger. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute encore. Matt. Je veux t'entendre. On en a parlé pas hier, la semaine dernière. John Herdman, notre ami à tous, hein? Ah oui. Ça dépend, oui? hein, ça dépend. Je pense à la fin des qualifications de la Coupe du Monde, c'était l'ami de tous. C'était bon. Depuis, je ne sais pas. Herdman au TFC. Oui? Non? Pouce en haut, pouce en bas? Non? Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense pas. Je sais qu'il est attiré par le football du club. Je sais que c'est quelque chose qui le passionne beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est frustré avec la situation de Canada Soccer. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Mais il faut regarder le calendrier de qu'est-ce qu'il y a pour les hommes dans le football international. S'ils arrivent bien à gagner des matchs cet automne en Ligue des Nations, il y a la Copa América. Déjà, c'est pas mal. 6 équipes de la CONCACAF qui vont jouer contre les meilleurs pays de l'Amérique du Sud. Ça, c'est à surtout pas rater. Et après, on a 2026, la Coupe du Monde. Et je pense que, en tant que payote, je vois pas comment il peut laisser ça de côté. Et toi? Assuré, hein? Je sais pas. Vu l'état de Toronto FC, en plus, il n'y a pas de garantie là-dedans. Ouais, mais tu parles de garantie. T'évalues à un haut pourcentage de la qualification du Canada pour la Copa América? Parce que si, exemple, le Canada se qualifie pas pour la Copa América dans les circonstances où les joueurs sont un peu en maudit, les friendlies, les matchs amicaux ne sont pas nécessairement joués aussi. Ça, c'est vrai. Il peut avoir des blessures. Si le Canada rate la qualification, il y a quelqu'un qui paye le prix aussi. Et le plus simple, en général, c'est le sélectionneur. Est-ce que moi, c'est ça le calcul que je fais aussi. Ça, c'est quelque chose d'important à noter, ouais. Mais je pense qu'avec les joueurs comme Alphonso Davies et Jonathan David et Tajon Buchanan, si tout le monde est disponible, normalement, le Canada devrait passer. Faut pas oublier non plus que c'est une équipe qui a certainement eu quelques difficultés lors de la Gold Cup avec des matchs nuls contre les Guada Boys et Guadeloupe et Guatemala. Et après Cuba, enfin, ça n'a pas été non plus super facile, mais c'était une équipe qui a vraiment poussé les États-Unis. Certes, pas la meilleure équipe des États-Unis, mais il y avait Matt Turner devant le montant. C'était quand même une bonne équipe. Et même en finale de la Ligue des Nations, enfin, pas le meilleur match, mais moi je vois cette équipe. Avec ce qu'on a vu lors des qualifications de la Coupe du Monde, enfin, les Canadiens ont battu les pays comme le Honduras, le Panama, limite le Costa Rica aussi. Même, enfin, le Mexique, la meilleure sélection mexicaine a été, ils n'ont pas gagné contre le Canada. Donc, je sais que ça fait un petit moment, des choses ont changé, la dynamique a changé, mais je vois cette équipe en Copa América malgré les circonstances difficiles. Malgré. OK. Hey, je développe un personnage sur 11 Montréal. Il y a des gens qui le savent maintenant. C'est le spécialiste de la théorie du complot. OK? Puis j'en ai une. Écoute, hein, vas-y. John Herdman, dans les rumeurs, et de plus en plus se rapproche du Toronto FC. Ce qu'on a dit ici, c'est que l'an dernier, en 2022, John Herdman était tout près des Timbers de Portland. John Herdman, donc, se rapproche de Toronto. Les Timbers congédient leur entraîneur Savarese quelques jours plus tard, même un jour plus tard, après une défaite de 5-0 quand même, ça faisait un moment, puis ils sont 12e, les Timbers de Portland. Est-ce que un a provoqué l'autre? Je laisse ça en suspens. Parce que, et ça, en passant, là, parenthèse, les Timbers de Portland ont interviewé des entraîneurs, ça c'est sûr.
l'an dernier. Ils pensaient peut-être remplacer Gio Savarese et ils l'ont prolongé en octobre de 3 ans, une prolongation de de contrat 2023, 2024, 2025, plus une option pour 2026, je pense même. Je suis même pas sûr s'il n'y a pas pour 2027. Ça, c'est de l'argent gaspillé. Puis il a congédié à ce moment-ci Gio Savarese, 5e entraîneur aussi en MLS congédié. C'est ma théorie du complot. Peut-être que Herdman a signé, ou du moins ça a rajouté du petit feu en dessous du siège de Gio Savarese. Aimes-tu ça? C'est probablement, tout ça est probablement c'est pas pas vrai. complètement, ça sort pas du champ gauche, hein. Moi, je Non. pense qu'il y a un petit peu de logique derrière tout ça. Je sais que John Herdman vit actuellement à Vancouver. Il aime beaucoup la côte ouest. Je pense que venir en Ontario à Toronto, ça sera pas, c'est pas son premier choix. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc, rester sur la côte ouest, pas très loin de Vancouver, pourquoi pas. Et quand même une équipe des Timbers qui a beaucoup d'importance dans cette ligue. Depuis quelques années, c'était une équipe de premier grade. Hein. C'était une bonne équipe et évidemment, c'est une saison difficile avec des bons joueurs, des joueurs qui ont beaucoup de qualité, mais après cette défaite, c'était le coup de trop, je pense, pour Savarese. Si Herdman, on est encore dans la fiction, quoique je rappelle qu'on enregistre le mardi 22 en après-midi, alors ça se peut que quelque chose arrive d'ici là, on s'en excuse. Phil Neville pour remplacer Herdman? Weird. J'ai pas des bons échos de Phil Herdman. Phil Herdman. Neville. Mais en même temps, ça, c'est les mauvaises langues en ce moment, c'est normal, son branding est au plus bas parce qu'il vient de se faire congédier, puis Messi va très bien. Mais Phil Neville, sélectionneur du Canada. Il a raté la fenêtre pendant quelques mois, quelques mois, c'est sûr. Je sais que Phil Neville il travaillait avec l'équipe canadienne lors de la Ligue des Nations et puis la Gold Cup derrière. Donc, c'est pas quelqu'un qui est inconnu de Canada Soccer. Il connaît bien John Herdman parce que tout de suite, quand Phil Neville était disponible, John Herdman l'a pris au sein de son équipe pour être les dirigeants, les coachs et tout ça. Et je crois que j'ai vu aussi Phil Neville qui a touché le micro aussi pour MLS Season Pass. Je crois que je l'ai vu pendant un match ou deux aussi. Donc, ça, c'est aussi une deuxième option. Je pense que ça sera une bonne option. Une bonne option pour les Canadiens si ils perdent John Herdman parce qu'il va falloir réagir super rapidement avant les fenêtres, avant la Ligue des Nations qui sert de qualification pour la Copa América et puis à la Coupe du Monde, c'est pas non plus super loin non plus. Ça va vite venir. Mais l'état de Canada Soccer, en fait, en ce moment, c'est très, très compliqué. Pour l'instant, il y a juste un seul match prévu pour le mois d'octobre. Donc, on voit les autres équipes de la CONCACAF, la Jamaïque, les États-Unis. Tout le monde a 4 matchs. Carton plein. Les Canadiens, juste un seul au Japon. Donc, je pense que le prochain sélectionneur, si c'est pas John Herdman, ce sera peut-être pas un sélectionneur de première qualité parce que la situation, évidemment, l'argent, ça vient derrière. C'est pas idéal. C'est ça. C'est peut-être un cadeau empoisonné, mais je reviens puis je vais reprendre, parce que tout se peut, mais reprendre ce que tu nous dis au départ. Copa América et assurer de la Coupe du Monde aussi. Un cycle avec pas un bassin de joueurs ça va être difficile en 2026. On espère voir des joueurs émerger, comme a émergé Koné, comme a émergé d'autres. Mais il peut se passer beaucoup de choses dans un cycle de 2-3 ans aussi pour l'effectif. Son nom va sortir, c'est l'évidence. Mais pour le connaître, Marc Dos Santos, il a toujours voulu être là. Est-ce que c'est le bon moment? Assistant à LA, ils ont gagné. Cherundolo est pressenti pour d'autres choses. Il connaît la maison, il sait que ça va mal, mais en même temps, il sait qu'au bout de la ligne, il y a la Copa América et la Coupe du Monde. Et s'il devait faire une bonne figure, c'est un pari important, c'est le genre de pari ambitieux qu'il est prêt à prendre. S'il devait, lui, faire bonne figure, en revenant ou en relançant ce que Herdman a parti, puis Marc Dos Santos aussi, je pense qu'en entrevue, surtout par rapport à l'association canadienne, peut bien paraître aussi, peut très bien paraître. C'est un gars organisé, puis c'est un gars qui a un plan aussi. C'est un gars qui peut être convaincant.
Alors, Ouais. voilà. Moi, je vois plus Marc Dos Santos que Phil Neville. Juste mon avis personnel. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Euh, Juste aussi, parce que là, Gio Savarese, c'est le 5e entraîneur. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Je pense que oui, d'ici la fin de la saison, si ce n'est à la fin de la saison. Nick Cushion, Josh Wolf, on l'a dit ici sur ce podcast, Josh Wolf, il y avait des rumeurs que avec l'arrivée de Borrell, le nouveau directeur sportif, il pourrait lever les pattes rapidement. On parle, puis je pense que je suis pas sûr que le vestiaire soit nécessairement embrasse Josh Wolf en ce moment, c'est ce que je comprends. Domé Torrent rôdait aussi autour d'Austin, à ce qui paraît. Ouais. L'autre chose aussi, c'est Wayne Rooney. Ça devient un peu... C'est presque malaisant. À chaque fois que tu parles de Wayne Rooney à travers la ligue, et même quand tu te rapproches de l'entraîneur des entraîneurs, tout le monde dit, ouais, c'est quand Wayne va s'en aller en Angleterre. C'est pour ça que quand j'ai vu le nom de Carl Robinson, j'ai entendu un de ses proches dire, ah oui, peut-être qu'il pourrait aller avec Wayne en Angleterre à un moment donné. Les gars il y a une partie de leur cerveau qui est pas complètement au DC United. Il y a une partie de leur cerveau qui est en Angleterre présentement. Peut-être. Mais ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Moi, peut-être pas d'ici la fin de la saison, mais peut-être pendant l'hiver, peut-être. Il faut pas oublier aussi que Washington, enfin DC United, ils sont tout près d'une place en série. Donc, est-ce que c'est vraiment le moment de changer avec les 10 matchs qui restent d'ici la fin de l'année? Je ne sais pas, mais ouais, ça serait intéressant. Mais je serais quand même surpris si on voit beaucoup plus de licenciements avec les sélectionneurs. À ce point de la saison, ça sera... quels sera s'il y en a quelques-uns, je pense que ça sera d'ici 2 semaines. Ouais. En tout cas, juste à propos de Wayne Rooney, je trouve que si j'étais fan et propriétaire, d'avoir cet état d'esprit-là, je suis pas certain que ça me satisfait. Je serais satisfait de tout ça. OK. Hey, ton match de Columbus, on vient de parler de Toronto, il faut parler de Columbus avec notamment Wilfried Nancy, qui ont gagné 3-0. Un match sans appel, hein. Ils ont dominé Cincinnati aussi, qui peut-être tire la langue, et peut-être pas le Cincinnati là, qu'on a vu en début d'année. Je me suis posé cette question-là, puis je regarde, depuis tout à l'heure, on regarde le classement, toi et moi. Est-ce que ça se pourrait que Columbus, d'ici quelques semaines, on se rende compte que c'est elle, la meilleure équipe de l'Est? 39 points en 24 parties disputées cette année, 5e place. Quand même un petit retard face à Cincinnati de 12 points, 51 points quand même pour FC Cincinnati. Mais bon, quand ça compte dans cette ligue, c'est les playoffs. Moi, je pense que c'est une équipe qui dort un petit peu. Enfin, là, peut-être ça va réveiller tout le monde avec une victoire comme ça, 3-0 contre la... Enfin, j'ai pas encore vu Columbus cette année, mais j'ai vu FC Cincinnati à plusieurs reprises et franchement, c'est une équipe impressionnante avec Lucho Acosta et c'est une équipe qui est très, très difficile à la maison aussi. Donc, il faut dire ça pour les deux équipes. Les deux équipes en terrain à domicile enfin, c'est pas évident de gagner là-bas, c'est sûr. Je pense que Columbus, je pense que 5e, c'est pas, ça les dégrade. Je pense c'est une meilleure équipe que ça et à la fin de la saison, ça se peut qu'on les voit dans les top 4 ou les top, ouais, quelque chose comme ça. Je vois bien en demi-finale, finale de l'Est, quelque chose comme ça, ouais. C'est drôle, je te posais la question parce que c'est drôle de la poser après la Coupe des Ligues à ce moment-ci, mais là, si je te dis Cincinnati, là, je fais le classement de l'Est. Cincinnati, Nouvelle-Angleterre, Philly, Orlando, Columbus et Nashville. Si demain matin, tu prends une équipe pour gagner le prochain match ou voire gagner la Coupe MLS, si je te dis tu as un choix, tu peux en prendre une, puis tu vas mettre ton hypothèque là-dessus, laquelle tu prends? Cincinnati? Philly? Moi, je pense que j'irais vers Columbus avec Gressel. Ouais, Columbus, c'est pas mal, hein? C'est pas Nagby, mal, Morris. Ouais. Rossi qui a fait une bonne entrée aussi. Rossi, c'est mon petit point d'interrogation en disant c'est lui qui remplace Delarian, mais c'est pas le même style de joueur. C'est un ailier. Probablement qu'on va le faire jouer en 10. Comment on va le faire jouer, Wilfried, Nancy? Mais c'est cette équipe qui marque énormément de buts. Je pense qu'il n'y en a pas un qui marque, au moins dans l'association de l'Est, qui marque autant que Columbus, 48 buts marqués en 24 parties. Donc, c'est pas l'attaque qui manque. Et c'est vrai que quand tu as besoin de gagner un match important,
Certes, la défense, c'est importante, ça c'est évident, mais si tu as besoin d'un but ou même deux, on sait que cette équipe peut le faire. Donc, moi, je pense que Columbus sera là. Honnêtement, je vois FC Cincinnati aussi. Pas loin de la finale. C'est juste une équipe qui a du tout pour moi. Ah, OK. Et Faisons ça tout de suite. pile ou face. Je fais pile ou face. Peut-être pour l'hypothécaire, c'est un Non, peu compliqué, mais je vais changer le jeu, Matt, parce que la prochaine fois qu'on se rejoint, OK, c'est cette personne-là qui va payer la soirée. Je te laisse c'est les 6 premières positions, d'accord? On va faire un petit repêchage, là, OK? Dans l'Est ou Ouest ou Dans les deux l'Est, dans ensemble? l'Est. Dans l'Est. Cincinnati, Nouvelle-Angleterre, Philly, Orlando, Columbus et Nashville. Commence. Je vais faire Cincinnati en premier. Numéro 2, je fais Columbus. Non, attends, je vais choisir. On va faire le repêchage. Vas-y. C'est un draft. Moi, je vais prendre Columbus en 2. Ah oui, d'accord. Alors, vas-y pour 3. Je vais faire les finalistes de la Leagues Cup, Nashville ici en 3e place. OK. Ouais, très bon. Je vais prendre Philly. Moi, je pense que Philly, Bon choix. Puis si Philly, et ils vont revenir à ce qu'ils font de bien, 2 attaquants, milieu en losange à 4, c'est ça qu'ils vont faire. Ça va se replacer. Philly. Ton dernier choix. Moi, je suis à la 5e place maintenant, c'est ça? Yes. Il reste Nouvelle-Angleterre puis Orlando. Ouais, Nouvelle-Angleterre, il faut choisir Nouvelle-Angleterre. Même dans avec les absences, je pense que c'est quand même une équipe qui sera là à la fin. Puis Orlando, je pense assez clair. Pas Atlanta United? Ah non. Non? Je les trouve. Puis on s'est disputé. Hein, puis, il y a des joueurs dynamiques. Vincent roule des yeux quand je dis ça, mais je pense que Atlanta, c'est une des plus surévaluées en ce moment. Hein, c'est une équipe qui, à chaque fois que je les vois, c'est seulement du ressenti, mais on l'a vu à Montréal. Puis ceux qui nous écoutent, qui ont vu le match Atlanta, les 15 premières minutes, ça joue, il y a du talent. Puis à un moment donné, ça, je peux dire ça, hein, dans un podcast, ça chimoue, ça s'écrase, c'est plate, il y a quelque chose même de sous-performance aussi. Puis ça le voit, les solutions, on les trouve à travers Thiago Almada qui va prendre 2-3 touches et qui va avoir un moment de génie. Mais ça prend le génie d'Almada pour se sortir d'embarras à chaque fois. C'est pas abouti, ce projet-là, à mon avis. D'accord. Encore là, mon collègue Vincent roule des yeux. Je prends note. C'est quand même une équipe qui a battu Seattle pour reprendre la MLS. T'as raison. Le joueur du mois, Yorgos Giacomakis, un joueur d'excellente qualité aussi. Je l'ai vu à Toronto. Il a marqué aussi contre le Toronto FC et un doublé contre Seattle aussi. Donc, il y a des joueurs qui peuvent changer le jeu. Donc, moi, quand je regarde un peu le classement, qui peut faire une différence, je pense que je vois plus Atlanta qui a des joueurs qui peut faire une différence dans un moment clé. Attention, Atlanta, on en a encore parlé la semaine dernière, ça aussi. Ils ont un calendrier. Il y avait Seattle, c'était difficile, ils l'ont fait. Il reste Nashville, Cincinnati, puis à la fin de la saison aussi, ils ont Columbus, Cincinnati encore, puis ça aide pas, Nouvelle-Angleterre. Non, ils ont un calendrier difficile, Atlanta. Alors, ça va juste prouver mon point. Donc, Orlando, c'est locked in, là. C'est ça, je vais profiter des circonstances. OK, fait que j'ai Columbus, Philly, Orlando, t'as Cincinnati, Nashville, Nouvelle-Angleterre. Good, c'est un bon repêchage. Matt Cullen, on finit là-dessus. Peut-être demain, mercredi, c'est US Open Cup. Tu regardes ça, toi, US Open Cup? Les demi-finales avec... Oui, ah oui, j'adore ça. Messi gagne à Cincinnati? Pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi? Il a déjà un trophée, pourquoi pas un deuxième? Ouais. C'est ça. J'aime aussi, on parlait de théorie du complot depuis tout à l'heure, puis je m'en amuse. Mais je m'en amuse que les gens pensent que c'est réglé pour Lionel Messi, mais je repense au match contre Dallas, notamment. Je sais pas si tu l'as vu, Miami. Dallas aurait dû gagner. Te rappelles-toi notamment de la tête de Marco Farfan? Tout à la fin, voilà. C'est ça. T'as vu le but qui a été marqué? Ouais, c'était excellent. Hein? Excellent, il a sauvé son équipe. Hein? Oui, mais en même temps, Marco Farfan a renvoyé ce but-là qui fait une tête comme... allez voir le highlights, les faits saillants du but de Marco Farfan, le centre, et lui, il vend son but, puis écoute, je sais pas pourquoi il va de façon si véhémente, si forte, mais il renvoie, c'est un but contre son camp qui relance Miami, tu dis. Ouais.
ce gars-là a une cote dans les résultats, c'est sûr. C'est clair. Il était impliqué avant. Ouais. Ouais. Non, franchement, ça va être des bons matchs. Cincinnati, Inter Miami, puis Houston et Real Salt Lake. Deux équipes que je connais un peu moins, mais ça promet d'être une bonne finale. Yes. Bon, en finissant aussi, Matt, tu as voyagé beaucoup. Ta ville préférée cette année, on fait souvent ça ici à 11 Montréal, des fois les cartes postales. Est-ce qu'il y a une ville en MLS qui t'a plu, que tu as découvert cette année? Oh, ben, il y avait beaucoup de bons déplacements. Hein. Quelle ville est-ce que j'ai aimé le plus? J'étais agréablement surpris par Cincinnati. C'est une ville que je connaissais très peu, mais j'ai trouvé ça déjà une ville folle de sport. Ça, j'adore. Quand je vois déjà à l'aéroport, on voit la passion tout de suite avec les t-shirts ou les casquettes ou peu importe. J'étais très content de voir Cincinnati. J'ai fait les Galaxy à Los Angeles, donc évidemment en Californie, ça fait plaisir. J'ai fait Inter Miami et CF Montréal le 25 février. Je vis à Toronto. Je pense que j'ai manqué de tempêtes de neige avec ce déplacement, donc j'étais plutôt content. J'ai hâte de voir les prochaines villes. Je vais faire Chicago, je vais faire New York City à 2 reprises. Je vais faire Houston. On dit pas forcément les super choses sur la météo à Houston, donc ça on va voir. Mais Houston, c'est pas mal aussi. Hein. C'est surprenant. Il faut trouver les endroits aussi à Houston parce que le centre-ville, c'est un centre-ville typique même. Post-pandémie, on le voit aussi au Canada. Mais c'est aux États-Unis, il y a des villes comme ça. Il y a des centres-villes qui sont morts quand les gens sortent des bureaux, le week-end. C'est ça que je pense. C'est une ville fantôme. Houston, au centre-ville, c'est ridicule. Mais quand tu trouves les beaux spots, c'est pas mal. Et culturellement, c'est assez intéressant, même Houston. Ouais. Pour les ambiances, j'ai beaucoup aimé faire le Stade Saputo. C'était mon premier match sur place au Stade Saputo. J'ai trouvé ça fabuleux. Le FC Cincinnati, ça, c'était une super ambiance aussi. Et Saint Louis City aussi. J'avais très hâte de voir cette équipe d'expansion. Ils ont gagné 3-1 quand j'ai été contre les Whitecaps de Vancouver. Une ville qui est un peu compliquée niveau ambiance dans le centre-ville et tout ça. Il y avait vraiment pas grand monde, mais au stade, c'était bon. Électrique. On dit que Saint-Louis, c'est la ville en ce moment en MLS, la plus dangereuse. Le mot se passe. J'ai vu ça récemment aussi, ouais. En tout cas, Cincinnati aussi, on parlait d'accent, on va finir là-dessus. Cincinnati, moi, c'est la seule ville et la première ville où je comprenais pas les gens et les gens me comprenaient pas avec mon lovely French accent. Le Midwest. Le Midwest, traînant. Écoute, il y en a d'autres, tu sais, on est allé en Caroline, on est allé au Texas, on est allé sur la côte ouest, New York aussi, il y a des accents partout, là. Mais celui de Cincinnati. Austin. Ah oui, c'est vrai. Magnifique. Magnifique, c'est vrai, Austin. Mais Cincinnati, l'accent traînant, je les comprenais pas et ils me comprenaient pas. C'était assez... puis je suis pas si mal en anglais, là. Non, pas du tout. Fait que voilà, pour Cincinnati. Mais le twang du Midwest, parfois, ça complique les choses. Sais-tu, ce qui était très agréable, c'est que tu acceptes mon invitation. Merci, Matt Collin, d'avoir fait ça, d'avoir pris le temps pour nous cet après-midi. Merci à toi d'avoir pensé à moi. À une prochaine fois avec plaisir. Si tu as des blessés, n'hésite pas. Je souhaite. Mais même si on n'a pas de blessés, maintenant, on a pris une option sur ton contrat, fait que on va la réactiver très bientôt, assurément. Matt Collin de Apple TV, de One Soccer, des Raptors, de CBC. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, auditeurs de 11 Montréal, de nous télécharger. Merci au beau Kevin Laramique. T'as croisé Kevin déjà aussi? Quelle extraordinaire personne. On a travaillé ensemble plusieurs fois, oui, effectivement. Ouais, et ça, on parle de coéquipier, quel coéquipier de travail et de voyage aussi agréable, Kevin Laramé. Il connaît bien la route, hein? Oui, voilà. Alors, merci pour la production de ce balado. Nous, on fait une pause d'à peu près 16 jours. On se retrouve de l'autre côté pour une autre édition de 11 Montréal. D'ici là, portez-vous bien. Salut!